le Premier ministre propose au président de la République la structure et la composition du gouvernement. L'impatience des citoyens se comprend d'autant plus que le pays est pratiquement à l'arrêt depuis la présidentielle du 18 octobre. Mieux, les Guinéens sont habitués à la composition d'une équipe gouvernementale après chaque échéance électorale. En 2015, on a assisté à la démission d'une équipe gouvernementale pour céder suite à une échéance électorale, mais cette démission n'est pas constitutionnelle. Elle dérive d'une pratique qu'on appelle en droit la coutume constitutionnelle. La Constitution de 2010 a cédé à la nouvelle. Malgré tout, le chef de l'exécutif a une marge qui l'évite de ne pas avoir les mains liées. En vertu de la Constitution actuelle, si vous prenez les articles 59 et 60 de la Constitution, vous comprendrez que le gouvernement est composé des ministres qui sont placés sous l'autorité du Premier ministre qui est le chef de gouvernement et que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il convient donc de préciser que le chef de l'État peut s'offrir le temps qu'il faut pour composer et au besoin une nouvelle équipe gouvernementale. Mais l'économie, en ce moment en net recul, risquerait bien de s'enfoncer. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba est gravement malade en prison. Son état nécessite une évacuation sanitaire urgente. C'est du moins ce qu'a déclaré son avocat. Selon maître Paul Yamba Kourouma, son client ne bénéficie d'aucune assistance médicale de la part des autorités pénitentiaires. Pour ce qui est de l'état d'avancement du dossier de Toumba Diakité, maître Yamba s'y est aussi prononcé. André Mossi, Milimono et Abdoulaye Kamara l'ont rencontré. Suivez. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, a été arrêté en décembre 2016 à Dakar, au Sénégal, puis extradé en Guinée. Depuis, il est en détention à la maison centrale de Conakry en attendant son procès. Selon son avocat, Toumba souffre d'une grave maladie nécessitant une évacuation sanitaire urgente. Le rapport médical a été déposé au département de la justice sous l'ère Cheikh Sako et aucune suite n'a été donnée. Toumba n'a bénéficié d'aucun soin, même infirmier. Il a piqué beaucoup de crises au niveau de sa cellule. Le mandat de dépôt de Toumba étant expiré, n'a cependant pu être renouvelé par le juge. Maître Paul Yamba qualifie cela de détention arbitraire. Il a saisi la Cour suprême à cet effet et espère que celle-ci se prononce en faveur de la libération de son client. Nous avons saisi le tribunal pour violation d'un cas de violation de la loi de non-renouvellement d'un titre de détention. Donc le mandat de dépôt de Toumba n'ayant pas été renouvelé, la loi dit que le détenu est libéré purement et simplement, pas provisoirement. L'arrivée de Mori Doumbouya à la tête du ministère de la Justice réjouit notre interlocuteur. Selon lui, le droit pourrait être dit dans le dossier de son client. Il estime que Toumba est à ce jour capable de balayer d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Mais l'avènement de ce Messie, je crois que nous aidera beaucoup et il veillera à ce que même devant la Cour suprême que le droit soit dit. Toumba a été inculpé pour son implication présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry, où plus de 150 personnes ont péri selon l'ONU. C'était un reportage de André Mossi Milimono. Je vous l'annonçais, le ministère public requiert 1 an de prison ferme contre le responsable de la mobilisation du FNDC, interpellé pour attroupement non autorisé et trouble à l'ordre public. Oumar Silla Fonikemenge, qui a comparu ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko après plus de 3 mois de détention suivie d'une grève de la faim, a plaidé non coupable. Ses avocats soutiennent que l'ordonnance ayant conduit leurs clients devant les juridictions ne sont pas motivés. Pour le moment, le dossier est mis en délibéré pour une prochaine audience prévue le 14 janvier prochain. Ali Badara Kamara et Aluba pour plus de précisions.
Founké Mengué est de nouveau venu répondre des faits qui lui sont reprochés. Le ministère public requiert 1 an de prison contre le responsable de la mobilisation du FNDC. C'est que l'infraction que le ministère public a visée, c'est voyant cette infraction que en tenant compte de cette infraction que nous avons requis le maximum de la peine, c'est-à-dire l'attroupement non autorisé et non armé. Après 1h30 de débat, l'un des avocats du collectif a estimé que le procureur n'a brandi aucune preuve inculpant leur client. Il demande à la juge en charge du procès de prononcer la relaxe en faveur de son client. Bon, vous savez, le procureur généralement procède par des proclamations, par des affirmations. Le parquet est l'organe qui est sans conviction dans une procédure. Le parquet peut requérir 1 an et puis soutenir le contraire après. Évidemment, heureusement que ce n'est pas le parquet qui décide, c'est le siège qui décide. Nous pensons que pour cette fois-ci et pour une première fois, nous sommes parvenus à persuader Madame la Présidente du tribunal qui est en charge du dossier. Parce que nous lui avons fait savoir que l'attroupement, pour qu'il soit poursuivi, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Ensuite, qu'il y ait une sommation faite aux personnes qui se trouvent sur les lieux à l'effet de se disperser. Après avoir passé plus de 3 mois à la maison centrale, dont 14 jours privés de nourriture pour réclamer un procès, le prévenu retourne encore en prison ce lundi. Le combat continue. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Merci. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Non au 3e mandat de Michel Fakonde. Selon le collectif d'avocats du Front, Founké Mengué a d'abord échappé à maintes tentatives d'arrestation avant de se faire arrêter le 29 septembre dernier à Bessia pour attroupement non autorisé et trouble à l'ordre public. Autre fait de l'actualité, le secrétaire général de l'USTG se dit prêt pour une réconciliation avec tous les autres mouvements syndicaux du pays. Selon Abdoulaye Sow, le plus important aujourd'hui, c'est de se retrouver en homme responsable et de privilégier la réconciliation dans l'intérêt des travailleurs guinéens. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. C'est notre détermination. Nous savons que divisé, on ne peut rien faire. Nous étions forts en 2007, en 2008 et en 2009. Aujourd'hui, on n'est pas fort parce qu'on est divisé pour des intérêts égoïstes. Donc il faudrait que chacun mette ses intérêts de côté, que nous mettions nos égos de côté et qu'on privilégie la réconciliation dans l'intérêt de tous les travailleurs guinéens qui nous regardent aujourd'hui et qui comptent sur nous. Parce que le syndicaliste, il a un rôle régalien, c'est de défendre le travail et défendre les travailleurs. Nous devons jouer ce rôle, mais nous ne pouvons le jouer que quand on est unis. Unis, vous entendez souvent, nous le disons, unis nous vaincrons, mais divisés, on ne peut rien faire. Nous avons manifesté notre volonté de réconcilier. Nous avons même mis une commission en place qui est en train de travailler dessus. Mais nos amis, au même moment où la commission était chez nous, nous ont envoyé au tribunal, à la cour d'appel de Conakry, pour des jugements fallacieux. Ça démontre ou ça dénote le fait qu'ils ne sont pas prêts à la réconciliation. Cependant, la commission continue, c'est-à-dire Mme Guilao et Dr Oura, ils continuent à passer partout pour que nous puissions réconcilier. Des propos recueillis par Ouminatou Sidibé. Lancement ce jeudi des travaux de formation de 150 PME initiés par le Précop. C'est un projet de renforcement de la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises. Mohamed Valek Touré et Ibrahim Assouma. La composante essentielle de ce projet initié par le Précop est de faciliter l'accès au financement pour les PME au marché. Au total, 150 PME vont être formées afin qu'elles puissent accéder à des financements. Ce projet, en fait, c'est la deuxième phase du diagnostic qu'on avait déjà effectué. Ces formations qui vont débuter aujourd'hui ont été mises en place sur la base de l'évaluation qui a été faite pendant le diagnostic. Donc après le diagnostic et après l'évaluation,
Maintenant, les PME vont être formés et après cela, s'en suivra la troisième phase qui est le coaching. Nous sommes en train actuellement de lancer une identification de besoins de 300 autres PME qui viendront compléter les 150 qui sont en train d'être formés. Nous allons identifier les besoins de 300 PME. Au terme de l'identification des besoins, nous allons engager un autre processus de formation de 300 PME. La pandémie de coronavirus a énormément impacté les PME, entraînant un ralentissement général du système productif et une perte consécutive des opportunités d'affaires pour le secteur privé. Ce projet financé par la Banque mondiale vise aussi à accompagner ces entreprises afin qu'elles puissent faire face aux nouveaux défis engendrés par la crise sanitaire. Cette formation devrait permettre aux petites et moyennes entreprises de se doter d'outils nécessaires afin de soumissionner dans le marché, surtout avec les sociétés minières. L'initiative est aussi de permettre aux bénéficiaires d'accéder à l'ensemble des outils nécessaires pour avoir les crédits auprès des institutions de financement. Pour la circonstance, un cabinet de consulting SMA Group a été mis à contribution. Ils ont lancé un appel d'offres international. Nous avons été retenus et sur les 3 semaines, les 6 semaines autant pour moi qui viendront, nous allons dérouler les 6 modules de formation qui vont de la gestion des ressources humaines, de la gestion des financières, de comment se soumissionner aux opportunités de marché. Après des séries de formations, les bénéficiaires suivront des séances de coaching qui vont se dérouler sur 12 jours et couvriront 6 modules. Les habitants de Sangoya, secteur 2, ont battu le pavé ce lundi matin contre le manque de courant électrique. Ils sont descendus dans les rues du quartier pour réclamer l'électricité qu'ils n'ont pas depuis un moment. Ils restent droits dans leurs bottes et exigent le retour sans délai du courant dans les ménages. Justin Leno et Abdoulaye Kamara. On va gréver jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'on va avoir le courant. C'est le slogan phare que ces jeunes ont choisi pour réclamer l'électricité. Ils sont déterminés à revoir le courant électrique dans leur quartier. Cela fait 3 semaines, près d'1 mois qu'ils ne l'ont pas. Depuis le 24 nuit, on a perdu le courant. Ça fait 3 semaines, on n'a pas le courant. On dort dans l'obscurité. On est sorti le matin pour réclamer le droit. Difficile pour eux de supporter la chaleur et les moustiques. À cela s'ajoute la sous-alimentation des appareils électroménagers. Comme chez nous, je parle de chez nous, on avait 4 jours de condiments dans notre congélateur. Bon, maintenant, là, il n'y a pas de courant. Toutes ces choses-là sont gâtées. Dans leur réclamation, les manifestants ont subitement été dispersés par des agents des forces de sécurité. En Guinée-Actu, quand il y a quelque chose dans votre quartier, tant que vous ne sortez pas, vous manifestez, ils ne vont pas prendre de solution pour résoudre ce problème. Les militaires sont venus, on a dit, on ne fait rien. On réclame seulement notre droit. On a dit courant forcé, courant forcé. Subitement, dans le cafouillage, ils ont tiré les gaz sur nous. Une rencontre a eu lieu entre le président du conseil des quartiers et les habitants de cette localité pour résoudre le problème. Rien n'a abouti. Au moment où nous quittions les lieux, la manifestation était toujours en cours. Après les tueries de Massanta entre Mania et Thomas, des ressortissants résidents à Conakry brisent le silence. Face à la presse, ils ont invité les autorités à diligenter les enquêtes pour retrouver et condamner les auteurs et les commanditaires. Le point avec Ali Badara Kamara et Yacouba Traoré. Ces derniers temps, des scènes de violence ont été enregistrées au sud de la Guinée, notamment à Massanta, dans la région administrative de Gérékouré. Des cas d'affrontement à la date du 27 au 28 décembre ont entraîné des morts et des blessés. La paternité de la localité entre Thomas et Mania explique ces violences. La chefferie traditionnelle ne s'acquiert pas par les armes, ni par l'intelligence ou les moyens. Elle se transmet par héritage de père aux frères et fils ou à défaut aux neveux. Ces ressortissants soutiennent l'existence des preuves historiques reconnaissant le statut de la paternité de Massanta à la communauté Thomas. La tombe du fondateur de Massanta, Massa Koivogi, existe. La marque de la langue Thomas sur le nom de la ville, Massata, devenue par déformation Massanta. Les collines
et plateaux environnant la commune urbaine de Massanta, nommés en Toma, Penguizé, Woko, Woloto, Kalivasa, et les cours d'eau Zézineda, Woniba, Zazazia, Bologo, sont des preuves de la paternité du statut de fondateur de Massanta à la communauté Loma. Ils mettent en garde toute personne qui falsifie l'histoire de la fondation de Massanta et invitent les autres ressortissants des différentes régions du pays à signer un pacte de paix devant permettre le développement du pays, puis mettre un terme au repli identitaire en Guinée. Nous encourageons l'État à poursuivre l'enquête déjà ouverte et à accélérer la procédure judiciaire concernant les personnes arrêtées. Ces jeunes ressortissants de Massanta souhaitent dans un futur proche une concertation avec leurs confrères manians pour élucider la paternité de la ville de Massanta. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi.